Bon, alors je ne devrais peut-être pas faire cette vidéo, mais j'avoue que ça fait très longtemps que ça me démange, donc je vais quand même craquer. Aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer que la version latine, ou la version grecque d'ailleurs, telle qu'elle est trop souvent pratiquée, est un exercice absolument absurde. Et pour cela, j'ai prévu une petite mise en situation légèrement fictionnelle. Nous allons faire une version anglaise, mais nous allons la faire comme si c'était une version latine en utilisant exactement la même méthodologie. Pour ce faire, j'ai prévu le Hobbit de Tolkien. Nous allons traduire le début de ce livre en français. Et en latin et en grec, bien sûr, une version ne serait pas une version si elle n'était pas accompagnée de l'élément indispensable à tout latiniste et à tout helléniste qui se respecte. J'ai nommé le dictionnaire. Donc voilà, j'ai trouvé un dictionnaire anglais-français qui va nous permettre de venir à bout de cette version anglaise faite à la manière d'une version latine. C'est parti. Donc voici le texte que nous allons devoir traduire. Il s'agit du premier paragraphe du Hobbit de Tolkien. Et évidemment, pour commencer, vous pouvez mettre la vidéo en pause parce que, avant de se lancer dans une version, on commence par lire plusieurs fois le texte que l'on va traduire. Ça y est, c'est fait? Alors, on se lance dans la traduction de la première phrase. Donc, la première phrase, je la mets à part, voilà, histoire d'avoir un petit peu de place pour travailler. Et donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? Évidemment, on commence par repérer le verbe. Le verbe, on va le surligner en rouge. Alors, on va trouver le verbe. Non, il n'est pas là. Ah, là, j'ai un verbe. Je reconnais la terminaison du prétérit, donc il y a bien un verbe ici. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le sujet de ce verbe, bien sûr. Je vous propose ce sujet de le surligner en vert. Alors, je crois qu'il est là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sujet nous a donné un petit peu de fil à retordre, parce que normalement, le sujet, on l'attend vraiment avant le verbe, et là, il se trouvait après le verbe. J'avoue que là, Tolkien nous a tendu quand même un petit piège, à croire qu'il l'a fait exprès pour tous ceux qui chercheraient à traduire son texte, hein. C'était sans doute une petite taquinerie de sa part. Bon, voilà. Bien joué, Tolkien. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? J'ai l'impression que tout ça, ça va être des compléments circonstanciels. Alors, qu'est-ce qui me le prouve? C'est que there, c'est un adverbe de lieu, donc on va le souligner en noir. Voilà. Et puis là, il me semble que j'ai aussi affaire à des compléments circonstanciels, peut-être de lieu, puisqu'on a la préposition in, donc je souligne aussi. Et puis là aussi, on a une préposition in, donc sans doute que c'est aussi un complément circonstanciel de lieu. Je le souligne aussi en noir. Voilà. Donc là, j'ai repéré l'ensemble de mes fonctions grammaticales et je vais pouvoir enfin me plonger dans le dictionnaire pour pouvoir trouver la signification des mots. Alors, on commence par hole. Hole, si je le cherche dans le dictionnaire, hole, ça veut dire trou, hein. Hole is true, d'ailleurs, c'est bien connu. Donc, ça va nous donner, je vais éloigner un petit peu ça, histoire qu'on ait de la place, dans un trou. Alors, ensuite, on a in the ground. Donc ground, il faut que je cherche dans le dictionnaire. Donc c'est la terre, le sol, dans un trou dans la terre. Alors there, there c'est facile, je le sais, c'est là. Là, lived. Alors c'est mon verbe to live déjà. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire vivre. Donc là, j'ai bien dit que c'était du prétérit, donc on va le traduire peut-être par de l'imparfait. Là vivait. Ensuite, on a Hobbit. Alors, Hobbit, le problème, c'est que Hobbit, il n'est pas dans le dictionnaire. Bon, je propose de mettre Hobbit. Décidément, Tolkien, il a vraiment voulu faire enrager tous ceux qui voudraient traduire son texte, hein. Ce mot-là n'est même pas dans le dictionnaire. Bon, voilà. Donc, dans un trou dans la terre, là vivait un hobbit. C'est vrai que dans un trou dans la terre, ça fait pas très français. Peut-être qu'il faudrait mieux que je mette dans un trou de la terre, mais ça fait bizarre aussi. Je me souviens que ground, je pouvais dire aussi sol. Donc peut-être que on va mettre le sol et peut-être que je pourrais mettre dans un trou du sol.
Ouais, mais si je mets du sol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je ne rends pas vraiment le in, la préposition in qui est là. Et là, le jury pourrait quand même m'en faire le reproche et pourrait me pénaliser. Donc non, vaut peut-être mieux quand même que je remette dans le sol, dans un trou dans le sol. Allez, on va mettre une petite virgule, ça fera peut-être plus français. Là vivait un hobbit. J'hésite à changer l'ordre des mots, mais là encore, ça pourrait m'être reproché par le jury. Donc on va rester comme ça. On est bon. Ok, passons à la deuxième phrase. Bon, j'arrête là ma petite fiction. J'espère que vous avez compris que cette manière de traduire un texte anglais est absolument absurde. Pourquoi? Parce qu'on attendrait évidemment d'un traducteur qu'il comprenne d'abord le texte qu'il traduit. Tandis que là, vous m'avez vu faire quoi? Vous m'avez vu faire comme trop souvent on fait en version latine, c'est-à-dire qu'on traduit pour essayer de comprendre le texte, hein, comme si le texte était une espèce de code à craquer. Et j'espère que vous avez remarqué que dès qu'on essaye d'adopter cette démarche avec une langue vivante, tout de suite, ça devient nettement ridicule. Donc il n'y a pas de raison que ça soit différent en latin ou en grec. En latin comme en grec, on commence par comprendre pour traduire et on ne traduit surtout pas pour comprendre parce que ça ne donne évidemment pas de bons résultats comme vous avez pu le voir avec la phrase finale qui était la mienne, qui était absolument lamentable. Et j'espère que vous avez bien compris avec cette petite mise en situation à quel point la démarche de la version latine trop souvent vous conduit à une lecture myope de la phrase et du texte que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que vous êtes focalisé sur des micro-détails alors que vous n'avez même pas compris l'ensemble. Tandis que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait d'abord comprendre le texte à 80-90% et ensuite se pencher sur les détails. Mais là, à partir de détails, on essaie de reconstituer l'ensemble. Évidemment, ça ne marche pas. On fait en fait du texte un puzzle qu'on essaie de reconstituer alors qu'on ne connaîtrait même pas l'image de départ. Et ça, c'est induit par quoi? C'est induit par cette approche de l'apprentissage du latin ou du grec, fondée non pas sur la lecture comme il faudrait, mais sur la traduction. Donc j'espère avoir aujourd'hui démontré par l'absurde qu'il faut absolument passer à un apprentissage du latin et du grec basé non plus sur la traduction, mais sur la lecture régulière, massive de textes adaptés bien sûr à votre niveau. Et pour ce faire, je vous propose, même si vous êtes totalement débutant en latin, mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous fournis par mail tout ce dont vous avez besoin en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. En fait, la version latine ou la version grecque, ce sont des épreuves de concours qui permettent de vérifier au jury qui vous recrute que vous comprenez le latin ou le grec. Mais en aucun cas, le fait de pratiquer la version latine ou la version grecque vous fait vraiment progresser en latin ou en grec. Ça vous fait progresser en version latine et en version grecque, ce qui est radicalement différent. Et en aucun cas non plus, la version latine et la version grecque vous entraînent à lire des œuvres en latin ou en grec. Ce à quoi éventuellement cet exercice peut vous entraîner, c'est à la mise en français d'un texte d'une autre langue. Et là encore, ça reste assez limité parce que vous êtes coincé avec les exigences du jury. C'est-à-dire que vous avez vu, souvent, on finit par se retrouver avec une phrase qui certes rend fidèlement le sens de la phrase originale, mais qui est à peine correcte en français. Et dès lors qu'on cherche à s'éloigner un petit peu de la structure de la phrase originale, on n'a qu'une peur, c'est que le jury nous tombe dessus en nous disant « Ah bah oui, mais là, la préposition, vous l'avez pas bien rendue ». Donc vraiment, la version de concours ne vous entraîne qu'à traduire des textes dans des situations de concours. Ça ne vous entraîne même pas à la traduction éditoriale. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai participé avec une amie à la traduction d'un livre de l'espagnol vers le français. C'est essentiellement cette amie qui était agrégée d'espagnol, qui avait 2 doctorats dans cette discipline, qui le traduisait, mais en gros, elle faisait appel à moi pour la relecture. Et vraiment,
Cette amie était compétente en espagnol, aucun doute là-dessus, mais elle était pétrie de la démarche qu'on adopte lors d'une version de concours, c'est-à-dire rendre le texte original en s'en écartant le moins possible au niveau de la structure. Et trop souvent, à la lecture, je me suis trouvé à devoir lui dire, mais là, il y a un problème, c'est que j'entends l'espagnol derrière le français. La mise en français est à revoir parce que ce n'est pas un français élégant. Et donc, je lui faisais des propositions pour rendre la traduction un peu plus élégante. Et elle me répondait, mais oui, mais là, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu t'éloignes du texte original. Et à chaque fois, j'étais obligé de lui rappeler que là, on n'était pas dans le cadre d'une traduction de concours, mais qu'on était bien dans le cadre d'une traduction éditoriale destinée à la publication. Et donc, il fallait quand même un petit peu penser à l'élégance de la langue et puis au confort de lecture des gens qui liraient le livre. Donc vraiment, il faut arrêter de se focaliser sur cet exercice qui est simplement un exercice pour permettre au jury de vérifier que vous comprenez la langue latine ou la langue grecque, mais qui, en lui-même, ne vous permet pas de progresser dans ces langues. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi la vie de Paul II, écrit par Bartolomeo Platina. Alors Platina, c'est un auteur du XVe siècle qui nous raconte ici la vie du pape Paul II. Et c'est un écrit qui nous change de ce à quoi on pourrait s'attendre, puisque ce n'est pas du tout un récit flatteur, un récit hagiographique qui nous est fait de la vie du pape Paul II, mais au contraire, Bartolomeo Platina en profite pour régler ses comptes. Il se trouve que Paul II, en accédant au souverain pontificat, l'a renvoyé de son poste. Et au lieu de se soumettre, Bartolomeo Platina s'est rebiffé, il a protesté et donc Paul II a fini par l'envoyer en prison. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, cela a alimenté chez Platina un certain ressentiment qui se fait bien sentir dans cette biographie assez mordante du pape Paul II, dont Platina nous dit en gros que c'était quand même un intrigant, quelqu'un qui était essentiellement mu par l'ambition. Voilà, donc si vous avez un niveau intermédiaire en latin, que vous voulez un petit peu plonger dans les différentes intrigues de cours du XVe siècle, c'est peut-être une lecture pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et pourquoi pas qu'elle vous a amusé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vision que j'ai de la version latine et de la version grecque vous scandalise, si vous êtes d'accord, si au contraire vous trouvez que c'est un exercice qui peut faire progresser en latin ou en grec, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.